Et nous retrouvons notre correspondant en Israël, Daniel Haïk. Boker Tov, Daniel. Boker Tov, Kevin. Alors Daniel, nous allons commencer ce journal d'information malheureusement par une triste nouvelle. 2 soldats israéliens ont été tués au sud Liban au cours de 2 accrochages différents. Oui, ce matin, le porte-parole de Tsahal a annoncé que le sergent-chef Lidor Porat, 31 ans, d'Ashdod, est tombé au combat hier. Il était soldat dans l'unité de réservistes de la défense régionale 769. Que son souvenir soit béni. Dans ce même accrochage, un autre soldat a été grièvement blessé, 4 autres sérieusement atteints et 4 autres soldats plus légèrement blessés. Et puis hier soir, on a appris que le sergent-chef Barak Kalfon a été tué avant-hier au sud Liban. Il a été tué par l'explosion d'un engin piégé. Le sergent-chef Kalfon avait 48 ans. Il habitait dans le village de Mitzpeh Adi, dans la vallée de Yezreel. Il était volontaire dans l'unité de réservistes des parachutistes de Tsahal. Il était marié, père de 2 enfants et ingénieur dans la compagnie Refaed. Il sera inhumé en début d'après-midi dans son village de Mitzpeh Adi. Que son souvenir soit béni. Et ces 2 soldats ont été tués alors qu'officiellement le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est en vigueur, Daniel. Oui, et c'est justement ce qui pose un problème aux forces de sécurité israéliennes et à l'échelon politique à Jérusalem. Selon les premiers éléments de l'enquête, les 2 soldats ont été tués au cours de 2 explosions d'engins piégés qui ont apparemment été déposés par le Hezbollah avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en fin de semaine dernière. Cela explique pourquoi ni le Premier ministre Binyamin Netanyahou ni le ministre de la Défense Israël Katz, qui ont publié des communiqués de deuil, n'ont accusé le mouvement terroriste chiite d'avoir violé ce cessez-le-feu. Le président Trump a fait la nuit dernière d'ailleurs une déclaration très favorable à l'État d'Israël. Oui, le président a déclaré Israël est un grand allié des États-Unis, même s'il y a des gens qui n'aiment pas Israël. Celui-ci a prouvé qu'il était un grand, courageux, fidèle et intelligent allié des États-Unis. C'est un allié qui sait combattre et qui sait vaincre, a dit le président sur son réseau social Truth. Ceci étant, en Israël, on se prépare à une escalade de la violence dans le détroit d'Ormuz. Oui, côté israélien, on estime qu'il est possible que les négociations entre les États-Unis et l'Iran échouent et que les combats reprennent à l'issue des 2 semaines de cessez-le-feu annoncées par Donald Trump, des 2 semaines qui devraient se terminer mercredi. Une source israélienne digne de foi a confirmé que, contrairement aux affirmations du président américain, le détroit d'Ormuz était bel et bien fermé et interdit à la circulation. Les gardiens de la révolution iranienne menacent de détruire tout bateau qui voudrait franchir le détroit et le président du Parlement iranien, Mohamed Khalibaf, a affirmé que le détroit était entièrement contrôlé par ce pays. Nous sommes forts face à nos ennemis, a dit Khalibaf. Ils ont violé le cessez-le-feu et lorsque nous leur avons tenu tête militairement, ils ont reculé. Nous ne permettrons pas que des bateaux puissent passer par le détroit alors que nous ne le pouvons pas. Le Wall Street Journal affirme que l'armée américaine pourrait prendre le contrôle de pétroliers iraniens qui se trouvent actuellement dans les eaux internationales en riposte donc à cette politique de fermeté de la part de Téhéran. Et puis Daniel, hier à l'ONU, l'ambassadeur d'Israël Dani Danon s'en est pris très fermement à la France. Oui, cela s'est produit lors d'une réunion du Conseil de sécurité qui débattait du blocage justement du détroit d'Ormuz par l'Iran. L'ambassadeur d'Israël a critiqué certains pays qui auraient cédé aux exigences iraniennes et il a particulièrement dirigé ses critiques vers la France. Selon nos informations, a-t-il dit, un bateau français a passé le détroit alors que les autres étaient interdits d'accès. Combien avez-vous payé les Iraniens, demandait l'ambassadeur d'Israël Dani Danon à son vis-à-vis français. Il a même utilisé le terme de capitulation pour la France et a affirmé que celui qui paye sous la contrainte ne fait qu'alimenter la menace au lieu de la neutraliser. Un soldat français a été tué samedi au sud Liban et 2 autres grièvement blessés. Oui, effectivement, c'est le dernier titre de ce journal. C'est le président Macron qui a annoncé le bilan lourd de cet incident qui s'est produit dans le village d'Al-Randouria, au sud Liban. Une unité de la FINUL se trouvait sur place et effectuait des travaux de déminage lorsqu'elle a essuyé des tirs. Selon le président Macron, c'est le Hezbollah qui serait responsable de cette attaque. Le président français a appelé les autorités libanaises à arrêter les auteurs présumés de cette attaque. Quant au président libanais Youssef Aoun, il a téléphoné à son homologue français pour lui présenter ses condoléances et il a réclamé l'ouverture d'une enquête. Le Hezbollah a lui repoussé toute implication dans cette attaque. Merci Daniel Haïk, on vous retrouve comme tous les jours à 7h30 pour la revue de la presse israélienne.
page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps reste assez instable sur l'ensemble du territoire israélien. Partiellement nuageux à couvert dans certains endroits, partiellement nuageux à plus ensoleillé dans d'autres régions du pays. Il fera 19 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et sur le littoral, 34 degrés à Beersheva et 31 degrés à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Eddie Cohen. Eddie, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Shalom, shalom. Merci d'être avec nous ce matin. On a besoin de votre éclairage pour bien comprendre ce qui se passe donc le long à la frontière nord et on va dire même à l'intérieur du Liban. Ce cessez-le-feu, il a été, on va dire, presque imposé d'une certaine manière par Donald Trump. Est-ce que, d'après vous, il est respecté? Quelle est la position des Libanais, du gouvernement libanais par rapport au cessez-le-feu? Et est-ce qu'Israël continue malgré tout à neutraliser cette fameuse zone de sécurité en deçà du Litani? Écoutez, on ne peut pas séparer ce qui s'est passé au Liban et ce qui se passe entre Trump et le régime iranien. Les Iraniens, ils ont lié l'affaire libanaise ou le cessez-le-feu ou la guerre avec Hezbollah, et ils ont lié ça avec les pourparlers chez eux. Et c'est pour cela que Trump nous a imposé ce cessez-le-feu. Israël n'est pas prêt, Israël ne voulait pas, ne voudrait pas, et spécialement les habitants du Nord. Non, pas seulement, tout Israël, le Tzahal, veut pas ce cessez-le-feu, comme vous avez dit, nous a été imposé. Et écoutez, on peut rien faire. Trump, c'est le big boss, et Netanyahu, il veut pas de problème avec Trump. Et on a cédé. Et comme on avait parlé, toi et moi, il y a quelques semaines, je vous ai dit que toujours, on n'y va pas jusqu'au bout avec Hezbollah. Toujours, on ne va pas jusqu'au bout. Et rebelote, Hezbollah est sauvé maintenant. On a sauvé Hezbollah. Et c'est ça un problème. On ne va pas jusqu'au bout. À propos du gouvernement libanais. Oui, alors justement, parce que effectivement, Eddie, pardon, justement, à propos du gouvernement libanais, on voit Donald Trump, en même temps qu'il a annoncé le cessez-le-feu, a promis une rencontre au sommet entre Benjamin Netanyahu et le président Joseph Aoun à Washington. Vous pensez que c'est très utopique, c'est prématuré d'envisager une telle rencontre? Écoutez, il a refusé de parler au téléphone. Est-ce que un président libanais, Joseph Aoun, est-ce qu'il va venir rencontrer Netanyahou tandis que son pays est occupé par des milliers de soldats israéliens? C'est pas logique. Il faut comprendre aussi la mentalité libanaise ou la mentalité arabe. Comment Joseph Aoun va venir et son pays est occupé? Et c'est pour cela, à mon avis, il viendra pas, sauf s'il y a un accord que Tzahal va évacuer le Liban. Et moi, je pense pas que c'est facile. Maximum, je pense, il peut envoyer peut-être le ministre des Affaires étrangères. Et écoutez, il a fait un speech, Joseph Aoun, le président libanais, le samedi. Il disait, moi, je veux un accord. Je veux un accord de cessez-le-feu et un accord. Je veux rentrer avec des pourparlers et des négociations. Il ne parlait pas d'accord d'Abraham et normalisation ou la paix comme M. Netanyahou parlait. Donc, c'est différent. Le Libanais, il veut un accord pour cessez-le-feu et pour que Tzahal retire ses troupes jusqu'Israël. Et nous, en Israël, plein de fantaisie, on parle d'accord de paix, normalisation, et maintenant ils vont dire on va aller visiter Beyrouth. Donc il y a un problème aussi, il faut avouer. Alors, il y a une chose qui est claire, c'est une certitude, ça on a bien compris. Le Hezbollah ne se laissera pas désarmer pour l'instant, si ce n'est pas par Israël, c'est-à-dire pour l'instant. Alors concrètement,
c'est-à-dire, c'est une situation sans issue, puisque d'un côté, eh bien, le gouvernement, le président américain a fait pression sur Israël pour justement faire ce lien dont vous parliez avec l'Iran et d'essayer d'instaurer un même cessez-le-feu pendant la même période. Et de l'autre côté, eh bien, Israël a besoin de régler une fois pour tout le problème du Hezbollah. Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution à ce problème-là ? Non, il n'y a pas de solution, parce que le gouvernement libanais ne veut pas désarmer le Hezbollah. Et le Hezbollah, on a entendu Wafik Safa, c'est le numéro 2 ou 3 Hezbollah, il a dit « Je ne me désarme pas ». C'est fini ça, toutes ces paroles de désarmer Hezbollah. Et Israël, écoutez, Israël ne peut pas désarmer Hezbollah. Israël peut tout faire, bombarder, mais Israël devrait pas rentrer et sacrifier encore ses soldats. On vient de recevoir 2 soldats, ces dernières 24 heures ont été tués. Jusqu'à quand on va sacrifier nos enfants pour les Libanais? Ça, il faut que nos dirigeants savent ça. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Alors Eddie, si vous aviez par exemple un conseil à donner justement aux dirigeants, si vous aviez quelque chose à murmurer à l'oreille de Benyamin Netanyahou sur le dossier libanais, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je dirais à Netanyahou, il faut faire pression par l'intermédiaire des Américains que le gouvernement libanais désigne Hezbollah comme organisation terroriste, premièrement, et c'est le plus important. Mais ça, c'est des mots, Eddie, parce que concrètement, comment ça se traduit sur le terrain ? Sur le terrain, le peuple libanais et le gouvernement libanais seulement pourra désarmer Hezbollah. Pas Israël. Les Américains, ils ont essayé en 82, 83, ils n'ont pas réussi à faire la paix. Et les Français, ils sont venus, 200 morts, ils ont subi, et les Français aussi, les Américains. Personne ne peut rentrer à Beyrouth, au Tzal aussi, il ne peut pas rentrer. C'est fini avec ces fantaisies de rentrer dans un capitale arabe et faire la paix, comme on a fait en 82 avec le OLP. Et c'est juste les Libanais, soit le gouvernement, soit le peuple, devrait désarmer Hezbollah. Mais vous dites vous-même que c'est pas possible. Eddie, vous dites vous-même que c'est pas possible, que le gouvernement ne peut pas désarmer le Hezbollah, que si l'armée ne veut pas le faire, elle pourra pas le faire, qu'il y a une constellation ethnique. Les Libanais, ils peuvent faire ça. Les Libanais, comment? Le gouvernement et le peuple libanais. Et il faut savoir, le Liban, c'est pas juste le Hezbollah. Vous avez les chrétiens, vous avez les musulmans, vous avez les druzes. Il doit y avoir une guerre civile. Oui, mais une guerre civile. Ça ne peut pas arriver sans guerre civile. Ouais, il y aura la guerre pour ça. C'est quelque chose qui va éclater. Et justement... Mais là, la question, elle se pose, vous qui connaissez bien le Liban, elle se pose, est-ce que le Liban, par exemple, les chrétiens libanais, les druzes libanais, les minorités ethniques, qui se retrouvent souvent face aux chiites, qui sont les plus puissants, est-ce ils sont prêts à une guerre civile pour neutraliser l'impact du Hezbollah ? Ça dépend des Libanais. Je pense que si, parce que moi je parle avec les Libanais. Tous les Libanais, ils ont marre de Hezbollah. Et le Hezbollah, ils disent franchement, je ne me désarme pas. C'est-à-dire, la seule solution, c'est les Libanais, et par force, et peut-être, ils peuvent recevoir l'aide de Tzahal et là-haut, les avions israéliens. Mais Tzahal ne peut pas désarmer Hezbollah. C'est juste les Libanais qui devront faire ça, parce que le Hezbollah, il refuse de faire ça. Ça va être par force, c'est-à-dire forcément une guerre civile. Forcément. Alors, il doit y avoir une guerre civile. C'est inévitable, Daniel. C'est inévitable.
Alors ça, c'est pas particulièrement, effectivement, rassurant et optimiste, mais je voudrais avoir votre appréciation. Je ne suis pas optimiste. Oui, vous n'êtes pas optimiste, on l'a bien compris. Pas du tout optimiste. Oui, on l'a appris là, pendant le Shabbat, un soldat français a été tué quelque part au sud Liban, dans un des villages au sud Liban où la FINUL était en train d'essayer de déminer certaines zones. Et là, d'un coup, Emmanuel Macron rend le Hezbollah responsable. C'est étonnant parce qu'en général, il est toujours assez conciliant avec le Hezbollah, mais là, il le rend responsable. Vous pensez que la France peut être une des clés de cette solution? C'est à partir du moment où les Américains, on voit, ils n'y arrivent pas. Les Français, s'ils s'impliquent un petit peu plus, ils peuvent apporter une solution quelconque? Écoutez, la politique française envers le Liban, elle a toujours été les Français, ils soutiennent tous les Libanais. Mais en fait, c'est pas vrai ça. Les Français, ils soutiennent les chrétiens, uniquement les chrétiens, grâce aux relations historiques et religieuses. Mais fait semblant que la France soutient tout le pays. Et justement, c'est pour ça, on n'a jamais vu, comme vous avez dit, on n'avait jamais vu la France contre le Hezbollah. On n'a jamais vu ça. Mais cette fois, je crois qu'ils ont des informations exactes et correctes et que le Hezbollah, il est responsable. C'est pour cela, pour la première fois, on voit le président Macron attaquer Hezbollah. Parce qu'ils ont des informations très justes que Hezbollah, il est responsable de meurtre de ce soldat français. Et donc, vous ne pensez pas que, par exemple, la mort de ce soldat, ça peut modifier, une perception de la France, c'est-à-dire peut-être durcir la politique de la France et l'obliger, on va dire, essayer d'apporter peut-être une solution même sur le terrain? Non, je ne crois pas. Je ne pense pas que ça va changer un peu. Je pense pas. Concrètement, donc, Eddy, vous recommandez de ne pas poursuivre l'opération militaire israélienne en deçà du Litani? Écoutez, il faut faire le maximum pour attaquer le Hezbollah. Mais rentrer, c'est difficile. Ils savent, eux, ils habitent là. Écoutez, c'est Hezbollah qu'on parle d'eux. Ils habitent là-bas. Ils connaissent le terrain là-bas. Pourquoi il faut risquer nos soldats et rentrer dans des maisons? On a vu ce qui s'est passé, c'est comme à Gaza, on rentre dans les maisons piégées. Il faut continuer, mais là-haut, par les avions, mais il faut avoir une ceinture de sécurité, et ça, je suis d'accord, mais pas aller jusqu'au Litani ou au-delà de ça. Alors, je vais vous poser une question parce que vous l'avez fait à plusieurs reprises pendant notre entretien. Vous avez comparé la situation dans la bande de Gaza à celle au sud Liban. Et on le voit effectivement. Ce matin, je disais que en fait, les Israéliens essayent de former une sorte de ligne jaune, un peu comme celle de la bande de Gaza, le long du Litani. Et on voit d'une certaine manière que, que ce soit pour le Hamas sunnite ou pour le Hezbollah chiite et même pour l'Iran, Israël ne parvient pas à faire plier l'ennemi. Vous avez une explication en tant qu'orientaliste à cette situation? Oui, parce que, écoutez, premièrement, c'est difficile de combattre une organisation terroriste qui est au sein des citoyens. Pour un régime démocratique, nous, on n'est pas la Russie, on n'est pas Erdogan, et on n'est pas un pays arabe. Et parce que si on était Poutine ou Erdogan, on aurait effacé tout Gaza, on aurait tout fait. Mais nous, on est des Juifs, on est des Israéliens, on est très moral, on ne pourra pas faire ça. C'est pour cela, c'est presque impossible de combattre une organisation avec nos droits, les droits de l'homme et nos convictions. C'est très difficile. Si on était une autre armée, si on était l'armée égyptienne, ils auraient tout bombardé. Ils auraient fini par Hezbollah en 2 secondes, en 2 jours. C'est pour cela c'est très difficile et presque impossible de combattre des organisations de terreur qui vivent au sein de la population, soit les Libanais, soit les Palestiniens. Et à propos
tout ce qu'on a fait à Gaza, on le voit au Liban. Ce matin, il y a des centaines de réfugiés, les gens qui ont quitté leur maison, ils retournent maintenant au sud Liban. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est la même chose, on a vu ça à Gaza aussi. Ça veut dire, au bout du compte, Israël est condamné à combattre et à rester avec, on va dire, comme on dit en français, le glaive à la main. C'est-à-dire, il ne peut pas se permettre de le moindre répit et la moindre accalmie. Oui, tout à fait. Et malheureusement, le boss américain nous a dit d'arrêter. Mais n'oubliez pas, c'est un arrêt de feu momentané jusqu'à il y a encore 8 jours. C'est pas comme le cessez-le-feu en 2024. C'est quelque chose de temporaire. Et 10 jours, je pense. 10 jours. Oui, on verra bien. Effectivement, on a encore une semaine pour savoir si effectivement ce cessez-le-feu aboutit sur une démarche peut-être diplomatique ou bien si finalement les combats reprennent. Merci beaucoup, Dr Eddie Cohen, de nous avoir éclairé sur ce dossier extrêmement complexe, difficile et douloureux même du Liban. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes orientaliste, vous êtes natif et vous avez vécu au Liban, donc c'est un pays que vous connaissez bien, donc vous connaissez la complexité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Merci, Xavier. Tout à l'heure, notre ami le docteur Eddie Cohen disait qu'il fallait que Israël cesse de progresser ou de mettre en danger la vie des soldats israéliens dans cette zone de sécurité. On a appris la mort de 2 soldats israéliens au cours des dernières 48 heures au Liban, alors que le cessez-le-feu est instauré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on justifie cela du côté israélien? Écoutez, avant de conclure, je voudrais savoir quelle a été la solution proposée par Eddie Cohen. Non, il n'y a pas, effectivement, il a reconnu qu'il n'y avait pas énormément de solutions et que la situation était complexe. La seule solution qu'il a proposée, c'était de dire au gouvernement libanais de tout faire pour désarmer le Hezbollah. Oui, alors voilà, c'est très bien. Entre dire et faire et c'è la mare, disent les Italiens. C'est entre dire et faire, il y a la mer. Oui. Alors, en ce qui concerne le Liban est dans un état chaotique. Chaos, ce n'est même pas une définition, je dirais, qui est appropriée à ce qui se passe au Liban. Il y a une milice qui s'est emparée du Liban, qui est en train de menacer le gouvernement, en train de menacer le chef de l'exécutif, donc c'est le Premier ministre et le président de la République, d'avoir le même sort qu'Anwar Sadat. Ça, c'est d'un. Donc, deux, c'est tous les députés chiites, donc c'est plus ou moins 27 députés du Parlement ont publié un communiqué interdisant tout contact avec Israël, toute négociation directe avec Israël avant d'avoir établi un cessez-le-feu, d'avoir arrêté toutes les actions israéliennes en territoire libanais, avant le retrait total des troupes israéliennes et avant le début de la reconstruction. De quoi est-ce que parlons-nous? Alors justement, le gouvernement est incapable même de former une délégation pour négocier. Ils ont Simon Karam, un officier qui doit l'accompagner et un assistant. C'est tout. Ils n'ont pas réussi à convaincre les chiites à se joindre à ces pourparlers, et ces pourparlers ne vont servir à rien. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Jacques, quand on nous dit que le Hezbollah est considérablement affaibli, quand on dit que le peuple libanais n'en peut plus du Hezbollah, qu'il veut se débarrasser du Hezbollah, quand on nous dit même que Joseph Aoun et le Premier ministre Salam veulent se débarrasser du Hezbollah, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'ils font pour qu'on se débarrasse du Hezbollah? Est-ce que vous avez entendu ça de ma part? J'ai toujours prétendu et dit que le Hezbollah avait retrouvé sa position d'avant la guerre de novembre 24 et d'avant le cessez-le-feu, et que le Hezbollah se préparait à une confrontation nouvelle, ce qui est le cas aujourd'hui. La situation actuelle dans le sud Liban est idéale pour le Hezbollah.
c'est le terrain où il navigue le mieux. C'est la guerre de guérilla qu'il voudrait engager face à Israël et causer à Israël autant de pertes possibles, comme c'était le cas entre 1982 et l'an 2000, qui a poussé finalement à l'an 2000 le retrait unilatéral d'Israël des territoires libanais. C'est ce que le Hezbollah est en train de prôner aujourd'hui et d'attaquer le gouvernement. Pourquoi aller à une solution pacifique avec Israël, puisque rien ne va aboutir, et puis il n'y aura que des concessions à donner à Israël, ce qui n'est pas acceptable pour le Hezbollah. Donc même affaibli militairement, le Hezbollah reste maître du jeu au Liban? Alors le Hezbollah, regardez ce qui s'est passé la nuit de l'annonce du cessez-le-feu. Eh bien, Beyrouth, du côté chiite, était en joie. Les tirs des milliers de Kalachnikov en train de tirer des balles en l'air, des RPG qui ont été tirés vers les localités chrétiennes. C'est tout simplement, je dirais, une espèce de torpeur d'esprit, une espèce d'idiotie, comme quoi, malgré toutes les pertes qu'ils ont subies, eh bien, ils pensent encore qu'ils ont victoire. Les drapeaux du Hezbollah, il n'y a pas de drapeau libanais, naturellement, dans la région du Hezbollah, et le retour en masse des chiites vers leur localité, et cela naturellement sous l'auspice de l'armée. Maintenant, que fait le gouvernement? Le gouvernement sait très bien qu'il est en danger. Ce que le Hezbollah est en train de dire, c'est que le gouvernement libanais veut tout simplement s'approprier le rôle de Antoine Lahad, le célèbre général libanais qui était le chef de l'armée du Sud-Liban qui protégeait Israël. Alors, c'est ce qu'il est en train d'attaquer le gouvernement et le président, et naturellement en insinuant que le Hezbollah serait prêt à prendre en charge, je veux dire, la totalité du pays. Pour cette raison, le gouvernement libanais, le Premier ministre a ordonné à l'armée libanaise de se déployer dans Beyrouth, dans le Grand Beyrouth, et d'empêcher toute manifestation armée dans cette région-là. Et cela, ils peuvent le faire. Le gouvernement peut le faire parce qu'il peut se baser ou compter sur les unités chrétiennes et sunnites de l'armée libanaise. Cela pourrait naturellement empêcher le Hezbollah de prendre le contrôle de la capitale, comme il l'a fait en l'an 2008. En l'an 2000, en trois jours, en 2008, en mai 2008, il s'est emparé des installations étatiques du gouvernement, et depuis avait imposé son droit de veto sur le gouvernement libanais jusqu'en 2024. Oui, mais alors d'essayer de refaire. C'est très intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire, il y a un moment où le gouvernement libanais est capable d'utiliser, on va dire, les unités de l'armée libanaise qui lui sont loyales pour se défendre face au Hezbollah. Pourquoi il n'est pas capable de faire la même chose pour désarmer le Hezbollah? Parce que les effectifs de l'armée comptent 60% de chiites. Et les officiers supérieurs incluent l'officier supérieur qui sont à la solde du Hezbollah et qui coopèrent avec Hezbollah et qui s'identifient avec Hezbollah. On peut pas les limoger. On peut pas limoger ces soldats. On peut pas les disperser un peu. Ce qui veut dire, en d'autres termes, c'est tout simplement que l'armée libanaise s'effrite, se décompose comme elle s'est décomposée en 1975. Essayer de se débarrasser, il n'y a pas de palliatif. Qui va venir à la place? Non, mais je comprends. Un soldat libanais gagne $250 le mois, oui, et un combattant du Hezbollah en gagne 2000. Pourquoi aller s'engager à l'armée? Eh bien, alors, justement, on en vient à la solution. Vous en avez une de solution, Jacques, pour régler cet imbroglio? J'ai une solution qui est en dehors de tout concept aujourd'hui, et personne n'en parle. Moi, je vois, comme un algèbre, il y a deux plus qui se joignent quand il y a un moins en face. Le moins en face, c'est le Hezbollah. Et les plus de deux côtés, c'est un côté Israël, de l'autre côté, c'est la Syrie. Le Hezbollah a des comptes à rendre à la Syrie parce à cause de sa participation à la guerre civile en Syrie et sa partie à côté de Bachar al-Assad. Et il a causé la mort de centaines de milliers de Syriens. Donc pourquoi ne pas joindre une coopération, je dirais, ponctuelle avec la Syrie,
qui a déjà massé 4 divisions sur les frontières libano-syriennes pour tout simplement essayer de terminer la présence du Hezbollah tenu en tenaille d'un côté par les Syriens, de l'autre côté par les Israéliens. C'est la seule façon d'agir, c'est la seule façon de terminer avec ce drame-là qui s'appelle Hezbollah. Ça veut dire, vous pensez que El Joulani serait capable de mobiliser des divisions syriennes pour lutter contre le Hezbollah? Il a déjà massé 4 divisions le long de la frontière. De plus, en suivant de très près les médias libanais, on comprend déjà que des milieux chrétiens ont approché le régime syrien pour proposer une intervention comme celle qui a été d'ailleurs en 1976. Ce sont les chrétiens qui ont demandé aux Syriens d'intervenir et les Syriens sont entrés contre l'OLP. Maintenant, l'OLP a disparu, c'est le Hezbollah. La Syrie n'est pas en bon terme avec l'Iran, loin de là. Elle est certainement dans un état d'ennemité et d'hostilité avec le Hezbollah. Pourquoi ne pas en profiter et tout simplement faire un partage, une division de la région, un partage d'influence. Les Syriens, vous êtes au nord de la Bekaa jusqu'à la frontière syrienne, et nous, à partir de l'axe Beyrouth-Damas jusqu'au sud, c'est notre sphère d'influence. C'est la seule façon d'agir pour terminer avec ce Hezbollah. C'est-à-dire une frontière libanaise qui serait recomposée, un Liban qui serait recomposé. Un État libanais qui serait recomposé, parce que l'État libanais actuel, c'est un État décomposé qui ne vaut rien. C'est un État en faillite qui n'a aucune raison d'exister. La preuve, c'est que la plupart des chrétiens sont en train de parler de fédéralisme, et pour cette raison même, le Hezbollah leur dit, très chers amis, attendez que la guerre se termine. On viendra tenir nos comptes avec vous, c'est-à-dire on viendra s'emparer de l'État libanais. On va se réveiller, nous, après la guerre, avec un État qui fait partie de la République islamique de Téhéran. Eh bien, on comprend bien, c'est très intéressant d'avoir dialogué avec vous et cette proposition et cette solution d'impliquer la Syrie dans la conjoncture actuelle pour tenter de neutraliser le Hezbollah. Effectivement, c'est pas une solution que l'on entend assez fréquemment, en tout cas, dans les médias. Et c'est intéressant. Merci, Jacques, de nous l'avoir livré. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Jacques. À bientôt. Merci, à bientôt. Et nous retrouvons donc notre correspondant en Israël, Daniel. Boker Tov, Kevin. Les manchettes des quotidiens de ce dimanche matin sont des manchettes d'incertitude après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu au Liban et l'approche de la fin de l'ultimatum de Donald Trump en Iran. Oui, effectivement, le Israël Hayom titre ce matin, après que Trump ait demandé l'arrêt des attaques israéliennes au sud Liban, on affirme côté israélien que la capacité de Tsahal d'agir de manière autonome risque d'être affectée. Le journal nous montre une grande photo d'une attaque israélienne au sud Liban et en sous-titre, le Israël Hayom précise, en Israël on attend des précisions justement de la part des Américains à propos de la liberté d'action dont disposera Tsahal dans cette région et l'on prévient, nous agirons pour neutraliser des menaces même pendant le cessez-le-feu. À propos de l'Iran, le Israël Hayom rappelle la proximité de la fin de l'ultimatum du président américain et l'on estime que la reprise des hostilités entre Washington et Téhéran n'a jamais été aussi proche. Et puis ce matin encore, la manchette du Yediot Aharonot distingue le front iranien du front libanais. Oui, le journal titre « La menace iranienne après la fermeture du détroit d'Ormuz et le piège libanais ». En sous-titre, le journal, le Yediot Aharonot, confirme que malgré le cessez-le-feu, les forces israéliennes ont approfondi leur pénétration au sud Liban et elles sont en train de tracer une nouvelle ligne jaune semblable à celle de la bande de Gaza sur une zone située entre 6 et 10 km de la frontière actuelle entre Israël et le Liban. Et puis ce matin, tous les quotidiens et les sites d'information nous annoncent la mort d'un soldat israélien au sud Liban. Oui, et malheureusement, il faut rajouter à ces quotidiens israéliens les sites d'information qui nous rajoutent malheureusement la mort d'un autre soldat, 2 soldats israéliens qui sont tombés au sud Liban au cours des dernières 48 heures. On a appris déjà hier soir donc la mort du sergent-chef Barak Kalfon qui avait 48 ans, qui était habitant de Mitzpeh Adi. Le sergent Barak Kalfon
était combattant volontaire vu son âge particulièrement avancé. Il a été tué par l'explosion d'un engin piégé vendredi matin après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Il était marié, père de 2 filles, il servait dans l'unité de réservistes des parachutistes de Tsahal et puis il travaillait dans la compagnie Raphaël. Le président du conseil régional de la vallée de Yezreel a souligné que Barak Alphon s'était porté volontaire pour combattre. Et puis on a également appris donc aujourd'hui ce matin la mort d'un autre soldat israélien qui a été tué également dans l'explosion d'un engin piégé toujours au sud Liban. Et qu'écrivent, Daniel, les commentateurs israéliens après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu au Liban ? Eh bien, on va d'abord commencer par les analystes du Israël Hayom. Yoav Limor, le spécialiste sécuritaire du journal, constate que le Liban est le 3e théâtre d'un cessez-le-feu où la décision militaire ne s'est pas produite après Gaza et l'Iran. Et une nouvelle fois, Israël ne parvient pas à traduire ses nombreux succès opérationnels en résultats stratégiques. Ariel Kahana comprend le sentiment d'inachevé ressenti en Israël, mais pour se rassurer, il suggère de rappeler qu'Israël a pris le contrôle d'une zone de sécurité au sud Liban qui éloigne les menaces du Hezbollah. Nechama Dweck s'en prend une nouvelle fois à Binyamin Netanyahou qu'elle qualifie de monsieur repli et Michel McCall lui se fait l'écho de la colère des habitants du nord d'Israël. Pour eux, ce cessez-le-feu n'est qu'une invitation à un nouveau round de confrontation avec le Hezbollah et justement au nom des habitants du nord. C'est ce matin Benny Ben Boufrar qui préside le conseil régional du Hermon à l'extrême nord d'Israël qui demande à l'État d'Israël s'il considère les habitants du nord comme des citoyens à part entière et s'il est prêt à œuvrer pour véritablement développer la région nord. Dans le Yediot Aharonot, on trouve des analyses qui relient les 2 fronts iraniens et libanais. C'est le cas de l'analyste du docteur Michael Milstein qui lui aussi ressent un sentiment de malaise collectif en Israël après l'annonce du cessez-le-feu au Liban. Selon lui, ce sentiment n'est pas le reflet des succès obtenus par Tsahal sur le terrain, mais c'est plutôt l'expression d'une sorte de fossé entre les promesses faites par l'échelon politique et la réalité sur le terrain. Quant à Shimon Shifer, toujours très négatif envers le gouvernement, pointe un doigt accusateur en direction de Binyamin Netanyahou. Il irait même presque jusqu'à saluer la détermination de l'Iran face à la faiblesse du Premier ministre israélien devant Donald Trump. Et le Yediot Aharonot publie une caricature ce matin de Yotam Fishbein dans laquelle on voit Binyamin Netanyahou tout petit dans les bras géants de Donald Trump demander au président américain s'il viendra pour Yom Ha'atzmaut, la journée de l'indépendance en Israël, pour y recevoir le prix d'Israël. Et Donald Trump de lui répondre « De quelle indépendance parlez-vous ?» Le Maariv mentionne en évidence ce matin une information de Anna Bresky qui en dit long sur la tension diplomatique entre Israël et la France. Oui, effectivement, le Maariv revient sur le débat du Conseil de sécurité autour de la fermeture par l'Iran du détroit d'Ormuz et il mentionne l'attaque en règle de l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, contre la France. À combien avez-vous payé l'Iran pour obtenir un droit de passage dans le détroit ? Celui qui paye l'Iran ne fait que renforcer son système de menaces, a dit Danny Danon, et dans le même esprit, mais beaucoup plus ferme encore, Ariel Kahana ce matin dans le Israël Hayom écrit « À l'heure de vérité, Macron, comme ses prédécesseurs Jacques Chirac, De Gaulle et Pétain, a tourné le dos au peuple juif » et il écrit « De l'affaire Dreyfus jusqu'au dôme de fer que Macron a donné à l'Iran et en passant par l'embargo de De Gaulle et par l'Osirak de Chirac, une seule conclusion s'impose, ne jamais faire confiance aux Français. » Fin de citation. Et puis bien entendu, nous sommes ce matin à l'avant-veille des commémorations du Yom HaZikaron à la mémoire des soldats de Tsahal. Oui, et ce matin, les quotidiens et les sites d'information commencent à évoquer cette journée du souvenir. Ainsi, le Israël Hayom donne la parole à Iris Rahim, dont le fils Yotam a été otage à Gaza et qui a été tué par mégarde par des soldats israéliens qu'il avait pris pour un terroriste. Iris Rahim, qui est devenu en Israël une figure d'espoir et de courage, demande aux Israéliens qui tentent de venir consoler les familles endeuillées d'éviter certaines phrases qui ne réconfortent pas vraiment selon elle, comme « c'est un ange qui est maintenant aux cieux et vous protège de là où il est », ou encore « ne dites pas, le temps atténuera votre peine ». Et ces phrases-là, écrit Iris Rahim, et elle écrit « Préférez le silence, choisissez d'enlacer vos amis et dites une seule chose pendant cette journée du souvenir, que jamais nous n'oublierons celui qui est tombé, car c'est ce qui nous importe », affirme Iris Rahim ce matin dans le Israël Hayom.
Et dans le même dossier, le Yediot Aharonot a choisi d'aborder un sujet de douleur, celui des frères jumeaux qui ont perdu leurs jumeaux au combat. Oui, sous l'intitulé « Perdre la moitié de son cœur », le Yediot Aharonot se demande comment un frère continue à vivre sans son jumeau. Et pour cela, le journal a interrogé les frères du capitaine Liron Snir, du commandant Guy Yaakov et du sergent-chef Adi Dagan qui sont tombés tous les trois au combat dans la bande de Gaza. Et ces frères rappellent leur proximité avec leurs jumeaux disparus. Nous nous comprenions uniquement en nous regardant, affirme-t-il, et je rappelle le nom du deuxième soldat israélien dont la mort a été annoncée ce matin. Il s'agit du sergent-chef Lidor Pora, 31 ans, originaire d'Ashdod. Il y a des femmes dont le souvenir illumine le monde bien qu'elles ne soient plus parmi les vivants. Hana Senesh en fait partie. Aujourd'hui, je veux vous parler d'elle. Non pas comme d'une héroïne lointaine, figée dans les livres d'histoire, mais comme d'un miroir dans lequel chaque Israélienne peut reconnaître une partie d'elle-même. Mais qui était Hana Senesh ? Née en 1921 à Budapest dans une famille juive hongroise cultivée, elle aurait pu mener une vie confortable, protégée. Mais en 1939, à 18 ans, elle fait un choix radical en quittant l'Europe pour la Palestine mandataire. Elle s'installe au kibboutz Sdot Yam, près de Césarée. Elle devient pionnière. Elle plante, elle construit, elle rêve d'un État juif. Et puis vient 1944. Les nazis occupent la Hongrie. Des centaines de milliers de juifs hongrois sont menacés de déportation. Hana aurait pu rester en sécurité en Palestine, mais elle entend un appel. Une voix m'a appelée et je suis partie, dit-elle dans un de ses poèmes. Elle se porte volontaire pour être parachutée en Europe, occupée, pour sauver des Juifs et aider la résistance. Elle sait qu'elle risque sa vie. Elle le fait quand même. Capturée à la frontière hongroise, elle est torturée pendant des mois. Les nazis menacent sa mère pour qu'elle parle. Elle refuse de trahir. Jusqu'au bout, elle choisit la dignité. Elle a 23 ans quand elle est exécutée par les nazis à Budapest le 7 novembre 1944. En 1950, la dépouille de Hana est transportée en Israël et enterrée au mont Herzl. Pourquoi je vous raconte cette histoire aujourd'hui ? Parce qu'en ce moment même, des milliers de femmes israéliennes incarnent cet héritage sans même le savoir. Elles n'ont pas été parachutées derrière les lignes ennemies, mais chaque jour, elles font le choix du courage, en refusant d'être passives face au mal. Elles plantent des graines d'espoir dans une terre assiégée. Hana Senesh a écrit ces mots magnifiques en sachant qu'elle allait mourir. Heureuse l'allumette qui se consume en allumant la flamme. Heureuse la flamme qui brûle dans le secret des cœurs. Heureux les cœurs qui savent s'arrêter avec dignité. Heureuse l'allumette qui se consume en allumant la flamme. Elle savait quelle était cette allumette, qu'elle se consumerait, mais qu'elle allumerait une flamme qui ne s'éteindrait jamais. Et elle avait raison. Dans sa dernière prière, devenue aujourd'hui un chant connu de tous les Israéliens, elle a écrit « Mon Dieu, que jamais ne cesse le sable et la mer, le murmure de l'eau, l'éclair du ciel, la prière de l'homme. » Écoutez. Aujourd'hui, en 2026, nous vivons notre propre épreuve. Ce n'est pas la Shoah, bien sûr, mais c'est une guerre existentielle. Et il y a les femmes d'Israël. C'est Hana Senesh qui gère la famille quand leur mari est au front, qui travaille 2 fois plus pour compenser l'absence, qui console les enfants traumatisés, qui soignent, qui enseignent, qui construisent malgré tout, qui refusent de partir, qui refusent de se taire, qui refusent d'abandonner. Oh, ce ne sont pas des héroïnes extraordinaires, mais elles sont le maillon dans une longue chaîne porteuse de sens qui contribue à la pérennité du peuple d'Israël. Hana Senesh s'est consumée comme une allumette, mais elle a allumé une flamme. Cette flamme, c'est la certitude que nous ne sommes pas des victimes passives de l'histoire. C'est le refus absolu de courber les chines. Alors oui, nous sommes toutes des Hana Senesh.
je rappelais à nos auditeurs que vous êtes ancien porte-parole des Républicains américains en France et que vous avez écrit un ouvrage qui s'interroge, et je vous pose la question du titre de votre ouvrage, vers un Trump français. Est-ce que c'est possible d'avoir aux prochaines élections en France quelqu'un qui aurait, on va dire, la trempe de Donald Trump et qui sortirait des sentiers battus? Parce qu'il faut bien avouer, peut-être qu'au début, on pensait que Macron était ce candidat il y a 8 ans. C'est pas véritablement le cas, le résultat ne le prouve pas. Mais là, aujourd'hui, peut-être la France a bel et bien besoin d'un Trump français. Votre avis ? Alors, la vraie question, c'est d'abord, est-ce que c'est possible et est-ce que c'est souhaitable ? Je pense que tout le monde ne le souhaite pas, mais la question aujourd'hui, elle est plus une curiosité, elle doit être adressée. Je pense que tout phénomène américain, il n'est pas forcément superposable, mais on voit que dans les espoirs et dans les désillusions de la présidence de Macron, il y a quand même un phénomène similaire à l'ère Obama qui a conduit à l'émergence de Donald Trump. Et je pense que les maux que vive la société française, la crise institutionnelle, elle appelle une réponse qui soit dans un leadership fort et un candidat qui puisse également mener un bras de fer à la fois institutionnel et également renverser un peu la table du consensus et voilà, de cette politique politicienne qui manque d'énergie, qui manque de gueule, comme on dirait en France, et qui a besoin en fait d'un sursaut. Et donc, il faut à la fois être transgressif et aussi avoir une capacité à incarner une forme de verticalité, ce dont absolument Macron et toute la technocratie bruxelloise sont absolument dépourvus. Donc, je pense que c'est éminemment souhaitable. J'ai à travers ce livre un peu le carnet de route, le compendium, pour voir un peu ce qui serait réplicable tant dans les idées que dans le style de campagne, et un portrait robot de qui pourrait être amené à l'incarner. Le laps de temps est court, mais il y a des personnalités, si vous prenez le général de Gaulle, en 40, même en 44, il est absolument inconnu du grand public, donc il y a parfois certaines situations qui arrivent à précipiter des destins. Poser la question effectivement de savoir s'il existe peut-être déjà dans la classe politique et lorsque l'on voit Donald Trump, on peut se demander finalement si on peut pas trouver par exemple au sein des partis du parti de la droite de la droite française et en particulier on va dire même peut-être de l'extrême droite, des gens comme Jordan Bardella, ça pourrait pas être un Trump français? Alors, vous l'avez vu, je pose une question, je cherche à interpeller les gens. Évidemment, on voit que le Trumpisme, c'est devenu un phénomène qui n'est pas seulement américain, mais qui est vraiment occidental. On l'a vu, il y en a qui s'en réclament, d'autres qui n'osent pas ce rapprochement. Mais je pense que l'énergie qui dégage est forcément une préoccupation propre des électeurs de tous pays occidentaux qui ont vu nos démocraties, nos social-démocraties perdre en souveraineté, en leadership, en influence dans le monde. Et la question n'est pas tant de faire un mimétisme béat de Donald Trump. Je pense que même d'ailleurs, quelqu'un qui voudrait trop copier les outrances de Trump susciterait un rejet en France, mais de voir ce qu'on peut reprendre de chez lui et de le localiser pour un peu se fondre dans les institutions, dans la culture, dans l'histoire française. Donc vous l'avez dit, à droite, on a du personnel politique de talent. On a un Jordan Bardella qui pourrait être propulsé aux responsabilités à peine l'âge de 30 ans. Ça peut être une qualité. Est-ce que ça sera suffisant pour réunir 50 plus 1 électeurs? Parce que vous savez, on a un système d'élection majoritaire en France, et donc qui fait qu'il faut arriver à ce que Donald Trump a été vraiment un héros dans sa capacité à créer des coalitions. Même si d'ailleurs, une fois qu'il est au pouvoir, elles peuvent être un peu bancales et parfois s'effriter. L'enjeu, c'est d'arriver à créer une plateforme commune et pouvoir constituer et montrer pour une fois qu'on n'a pas la droite la plus bête du monde en France. Vous savez, puisqu'on se parle de Jérusalem, en Israël, on analyse, on décortique, on va dire, le comportement d'Emmanuel Macron. On rigole assez, même on rigole, c'est peut-être pas le mot adéquat, mais en tout cas, on s'étonne de voir Emmanuel Macron, par exemple, hier, rendre le Hezbollah responsable de la mort d'un soldat français de la FINUL, alors que, par exemple, il essaye par tous les moyens, lorsqu'il s'agit d'Israël, de critiquer, on va dire, le combat que mène l'État d'Israël contre ce même Hezbollah, parce que ce Hezbollah tire des missiles en direction du territoire israélien. C'est-à-dire, on a le sentiment en France, en Israël, pardon, que en France, il ne peut pas y avoir de leader de la trempe de la trempe de Donald Trump. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir, on va dire l'état d'esprit qui règne en France et certainement dans la vie politique française, eh bien, n'est pas conforme, on va dire, à ce que les États-Unis sont, ce que les États-Unis ont été, on va dire la civilisation américaine par rapport, on va dire, à la civilisation française. Qu'il n'y a pas, on peut pas trouver de parallèle. Vous êtes d'accord avec ça?
Encore une fois, le parallèle et le talent générationnel qu'est Donald Trump ne trouvera pas forcément un écho similaire en France, mais je prendrai le contre-pied de ce que vous dites en disant que Macron n'est pas à la hauteur des espoirs, du panache, de l'audace française, et notamment des liens de proximité, d'amitié culturelle, civilisationnelle qu'on peut entretenir à la fois avec l'ami israélien, à la fois avec l'ami libanais, et on voit que c'est un peu des déclarations à la hâte qui sont à chaque fois à contretemps. La dénonciation de ce soldat français qui est mort sous les bombes du Hezbollah, elle intervient tardivement alors qu'il aurait pu avoir une vraie mobilisation, une participation à cette coalition américano-israélienne face à l'Iran. Et on est, je pense, tombé dans une forme de diplomatie du verbe qui manque un peu d'audace. Et la voix de la France n'est pas assez entendue parce qu'elle manque de crédibilité. Et donc ça, il y a pas de fatalité, il n'y a pas de résignation stratégique par rapport à ça. On peut aspirer au sursaut, c'est ce qu'attendent les Français. On attend à ce qu'on puisse avoir une voix qui porte. On a toujours été un peu cette troisième voie depuis le général de Gaulle. Et il faut arriver à endosser une posture qui soit pas juste celle dans laquelle on louvoie, on essaye de pas trop se prendre de risques et on envoie un tweet un peu senti pour exprimer des condoléances un peu tardives à ce héros français qui est mort sous les bombes. Mais il faut davantage prendre ce sujet de manière proactive plutôt que juste laisser son community manager faire des tweets lorsqu'on vit un drame en France. Est-ce que finalement, parfois, Donald Trump n'inquiète pas aussi, c'est-à-dire vous-même qui étiez représentant des Républicains, les Républicains, Donald Trump a été le représentant des Républicains lors des dernières élections, mais il ne fait pas l'unanimité au sein même des Républicains. Vous, personnellement, c'est-à-dire vous étiez un inconditionnel de Donald Trump ? Alors, inconditionnel, c'est bien vite dit, mais c'est vrai qu'il y a eu une mue de ce parti républicain. Moi, je n'étais pas de ceux qui soutenaient les aventures au Moyen-Orient de George W. Bush, des néoconservateurs au début des années 2000. Et au final, il y a eu des nouvelles orientations de ce parti, et c'était donc Donald Trump qui a été son incarnation. Je développe assez longuement dans mon livre Vers un Trump français. Maintenant, dans la position qu'a Donald Trump, effectivement, il fait pas l'unanimité au sein du Parti républicain. Certains, vous l'avez vu, le contestent. Et d'ailleurs, que ce soit des républicains modérés ou que ce soit les plus extrémistes, qui ont tous les deux des penchants que je ne veux pas soutenir. Et si je prends notamment Marjorie Taylor Greene, c'est quelqu'un qui est d'ailleurs assez peu ami avec les intérêts israéliens typiquement. Donc j'ai pas de mal à me séparer de ce type de personnes-là. Maintenant, la vraie question, c'est d'un côté, on va vous dire Trump, il a besoin de loyauté, il s'entoure que de gens et qu'il est d'accord. Et paradoxalement, dans le même temps, on lui dit, il y a des gens dans son premier entourage qui étaient contre l'intervention en Iran. Donc j'aimerais rien savoir si soit tout le monde est d'accord avec lui, soit il a perdu le soutien de sa base. Mais ce qui montre, c'est que effectivement, il a un leadership fort et qu'il s'est entouré de gens avec lesquels ils ont parfois des intérêts divergents, mais ils gardent un peu cette marche à suivre. Et effectivement, oui, il peut donner parfois du fil à retordre par rapport à certaines de ses prises de position. Macron l'a bien senti, et lorsqu'il a fait une tournée en Chine dernièrement, il disait, mais nous, en Europe, nous sommes prévisibles. Pour prendre un peu le contre-pied de Donald Trump, je trouve que c'est une formule qui est terrible le côté nous sommes prévisibles, ça enlève toute la côté de spontanéité, de panache, de French flair qu'on pourrait avoir et qui nous rend un peu singuliers. Ça fait de nous rien de différent que la froideur d'un algorithme. Et donc, effectivement, nous ne sommes pas prévisibles, même si c'est dans une vue de pouvoir rassurer les marchés ou les partenaires commerciaux. Nous avons le plaisir d'accueillir Sam Kadosh, directeur général du CNEF, qui est traditionnellement très actif, du CNEF qui est actif très, très traditionnellement en cette période, avec bien entendu les commémorations du Yom HaZikaron et puis le Yom HaAtzmaut. Alors Sam, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être venu dans notre studio. Alors je crois qu'on peut dire, même si il y a les activités du CNEF et il y a des activités auxquelles le CNEF est lié. Ça commence déjà ce soir, n'est-ce pas ? Oui, alors c'est pas une activité, mais c'était important pour moi de la signaler, puisque une initiative de la communauté francophone Pisgat Ze'ev, pour rappeler, pour le souvenir de Meir Shimon Amar, dont la famille habitait à Pisgat Ze'ev, et lui aussi. Et donc ce soir, dimanche, à partir de 19h30, est organisée une
une soirée comme ça de témoignages qui commencera par un cours avec le Rav Fison et ensuite des témoignages de ses amis qui étaient avec lui au combat. On rappelle qu'il est tombé à Gaza. Donc voilà, on commence, ça veut dire la communauté francophone rappelle son souvenir, c'est très important. Je pense que il y a beaucoup de cérémonies qui sont organisées à partir de ce soir. Bien sûr, le point culminant sera lundi soir. D'ailleurs, oui, là, le CNEF aussi organisera, comme chaque année à Jérusalem, Rehov Hatzfira, une cérémonie, on va dire franco-israélienne, puisqu'il y a un tekes israélien, où on rappelle des gens de la Shrona, de la Moshavo germanite, et aussi les gens qui sont tombés, soit à la guerre, soit dans des attentats, comme l'attentat à Toulouse. Eva Sandler sera d'ailleurs le soir à la cérémonie. Et ensuite, comme d'habitude, on clôturera cette soirée avec un témoignage de Anna Harari, qui viendra nous parler de son mari, Shmuel Harari, qui est tombé au Liban. Anna Harari, qui elle-même est francophone, c'est la fille de notre ami Shaoul Ben Shimol, et effectivement qui a perdu son mari. Il faut rappeler, bien entendu, dans le cadre de ces commémorations, la commémoration qui est organisée au centre Begin le même jour, et bien entendu chacun est libre de faire ce qu'il souhaite là où il se sentira le mieux d'une certaine manière, bien entendu avec le Kalita qui organise au centre Begin une grande soirée de commémoration avec entre autres le Rav Ben Ishai, bien entendu qui a perdu, on le sait, une partie de sa famille, sa fille Ruth Fogel et son gendre, ainsi que 3 de ses petits-enfants lors du massacre d'Itamar en 2011, et puis également Ilan Moreno qui est bien entendu est le père du lieutenant-colonel Emmanuel Moreno Zichrono Livracha qui est tombé, et le grand-père aussi d'Itaï Moreno qui est tombé au début de la guerre de la guerre de Chorvot Barzel, de la guerre, ce que l'on appelle la guerre de la Tkouma après le 7 octobre. Il faut le rappeler aussi, donc ces cérémonies sont à la mémoire de tous les soldats, et en particulier bien entendu des soldats francophones. Il y en a eu malheureusement beaucoup qui sont tombés pendant cette guerre depuis le 7 octobre. Soit, si je peux me permettre, quelle que soit la cérémonie, demandez en tout cas au public francophone, de sortir et de participer à ces manifestations. Voilà, c'est ça, je crois que c'est important. Je crois que c'est le plus important. D'abord, je pense que voilà, c'est notre rôle d'être à côté des familles, de leur montrer que bien que le temps passe, que ce soit 1 an, 2 ans, 3 ans, ou même 20 ans, ou même 25 ans, des gens qui sont tombés dans des attentats, comme la famille Bellassène, comme la famille Zana, comme la famille Picard, de sentir que nous, on pense à eux. Je pense que c'est notre message, c'est peut-être le minimum qu'on a à faire, et qu'on soit présent dans toutes ces cérémonies, pas simplement de rester, à la maison devant la télé, mais que, d'apporter notre soutien. De faire un geste, effectivement, à ce niveau-là. Alors, bien entendu, et comme chaque année, la transition sera difficile, et cette année, comme le fait le CNEF, on va dire depuis maintenant, allez, vous allez me dire, plus de 20 ans, sera organisé donc sur l'esplanade du Kotel Amaravi du mur occidental un office spécial pour marquer la fin justement du Yom HaZikaron et le début du Yom HaAtzmaut, avec comme d'habitude des milliers de personnes, et il faut le dire, on le dit, chaque année c'est de plus en plus intense. C'est un événement dont le CNEF est à l'origine, mais qui a dépassé, on va dire, les limites de la communauté francophone, qui est aujourd'hui adoptée par l'ensemble des Israéliens. Il y a des milliers d'Israéliens qui participent à cet office. Mais on peut dire que, disons que même si le CNEF a été à l'initiative de ça, il a été amplifié grâce à 3 communautés importantes: la communauté du Rav Cherki et Kiryat Moshe, la communauté du Rav Ben Ishai d'Emouna, et aussi la communauté d'Eric Belaïch à Mekor Chaim. Donc c'est eux qui ont et ce n'est pas facile de dire on va sortir de nos synagogues. Encore une fois, on parle simplement pas de rester dans son petit confort, mais de sortir et de venir au Kotel, qui n'était jusqu'à présent pratiquement vide. Quand les étudiants, il y a plus de 25 ans, sont arrivés au Kotel pour fêter Yom HaAtzmaut. Et donc je pense que, et aujourd'hui, oui, il y a 2 événements
événements le soir, c'est-à-dire dans cette transition entre Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut qui sont importants. Il y a le Tekes des Masouot à Herzl et il y a la Tfila du Kotel pour remercier et pour fêter Yom HaAtzmaut. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est deux rendez-vous importants. Et c'est, je pense que bon. Voilà. Alors là, cette année, on a failli frôler, on va dire, une annulation parce qu'à cause de la guerre, on n'était pas certain. Il a fallu organiser à la dernière minute. Voilà. Exactement. Il a fallu demander les autorisations. Donc il n'y a pas de problème. On a toutes les autorisations qui sont permises par la police, par le Kotel, et c'est très important parce que souvent l'année dernière, on était aussi, il y avait un autre problème, c'était les vents, les feux, etc. Et il y avait certaines informations qui ont circulé pour dire que c'était annulé, pas annulé. Ce que je demande aux gens, quoi qu'il se passe dans les quelques jours qui arrivent, c'est de ne se fier que aux réseaux, par exemple aux réseaux sociaux officiels, c'est-à-dire les réseaux sociaux du CNEF ou de la communauté du Rav Cherki, des Mouna, pour donner l'information que oui, la Tfila a bien lieu, etc. C'est important. Je rappelle qu'elle sera encore cette année avec la présence de l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Low. Donc ça, c'est encore une fois, c'est une question importante, et plus d'autres personnes du monde communautaire et du monde israélien, que ce soit des gens qui participent à la vie israélienne. Très très important. Je crois que mon ami le Rav Kling m'a dit cette semaine que cette année, peut-être avec bien sûr les festivités de Yom HaAtzmaut, c'était encore beaucoup plus important, peut-être, et l'occasion de remercier Akadosh Baruch Hu, justement, encore une fois, et on passe de Yom HaZikaron à Yom HaAtzmaut, mais de le remercier encore aussi. Ça veut dire, il y a la tristesse, mais aussi des miracles qu'on a subis, que ce soit depuis la guerre ou même depuis la guerre avec l'année dernière, voilà. Exactement. Donc, peut-être que chacun là fasse un petit effort et que ceux qui d'habitude, et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de tout le pays, c'est pas simplement quelque chose qui est que à Jérusalem. D'ailleurs, je peux dire que les routes, en tout cas le soir, sont libres puisque les gens ne sont pas encore sortis. Donc, on peut arriver au Kotel très facilement, même avec la Rakevet Akala, même avec le tramway, même avec les bus. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, c'est de remercier, peut-être là aussi, c'est notre message, de remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles, malgré la tristesse, malgré les gens qui sont tombés, que ce Yom HaAtzmaut sera encore plus une fête dans le cœur des Israéliens et de la communauté francophone. Bien, merci beaucoup Sam Kadosh d'être venu dans notre studio pour nous parler de ces rendez-vous importants, des rendez-vous nationaux, on peut appeler. On est dans les jours, ce que certains appellent les Aseret Yemei Tshua du peuple d'Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir donc informés de ces rassemblements importants.